Mesdames, Messieurs, au nom du Conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Et tout d'abord, je vais demander aux adjoints et conseillers municipaux délégués de venir à mes côtés. J'appelle maintenant les conseillers municipaux de la liste « Ensemble, continuons Pierrelet ». J'appelle les conseillers municipaux de la liste « Un avenir pour Pierrelet ». J'appelle la conseillère municipale de la liste « Un rassemblement pour Pierrelet ». Tout d'abord, je remercie de leur présence Monsieur Malizard, sous-préfet de l'arrondissement d'Argenteuil, Madame Marie-Christine Cavecchi, présidente du conseil départemental. J'indique qu'elle sera obligée de nous quitter à 11h45 parce qu'elle a d'autres obligations dans d'autres villes également des vœux. Madame Cécile Rilhac, députée de la circonscription. Monsieur Alain Richard, sénateur. Madame Laetitia Boisseau, conseillère départementale. Monsieur Yannick Boédek, maire de Cormeilles, conseiller départemental et président du Val-Parisis. Monsieur Gérard Lambermotte, maire du Plessis-Bouchard et conseiller départemental. Monsieur Philippe Rouleau, maire d'Herblay-sur-Seine, conseiller départemental. Bernard Tailly, maire de Frépillon et président du SMAP. Monsieur Jean-Noël Carpentier, maire de Montigny. Monsieur Jean-Christophe Poulet, maire de Bessancourt. Madame Françoise Norman, maire de Beauchamp. Monsieur Bernard Jamet, maire de Sannois. Monsieur Maurice Chevigny, maire de La Frette-sur-Seine. Monsieur le commissaire divisionnaire Marc Le Soleux. Madame la capitaine Moalic, commissaire d'Herblay. Le lieutenant Pascal-André Barbier du Centre de secours des sapeurs-pompiers d'Herblay. J'espère que j'ai oublié personne, mais je dis aussi bienvenue à tous les nombreux adjoints des villes voisines, conseillers municipaux qui sont présents parmi nous. La cérémonie des vœux est un moment d'échange auquel je tiens beaucoup, car il permet, au-delà des opinions diverses qui parfois peuvent nous diviser, de se retrouver, de se rassembler autour des valeurs qui nous sont communes. Ces valeurs sont les valeurs de la République. Elles prennent leurs racines dans les principes issus et proclamés lors de la Révolution française et celles-ci permettent par les principes de laïcité d'entretenir le bien-vivre ensemble. Au nom du Conseil municipal, je vous souhaite une très belle année 2019, conjuguant santé, bonheur et réussite. L'année 2018, qui vient de s'achever, aura été une année particulièrement chaude. Je veux parler de la température. Inutile de le nier, nous sommes bel et bien confrontés à un réchauffement climatique qu'il nous faudra contenir au-dessous des 2 degrés au cours de ce prochain siècle. De façon singulière, 2018 aura hissé l'environnement au premier plan des mobilisations, en France comme un peu partout dans le monde. Ressources, température et biodiversité sont officiellement devenus des sujets de lutte sociale et politique. Sécheresse, feux de forêt, cyclones, fonte des glaces, montée des océans, inondations spectaculaires comme celle dans le département de l'Aude, voilà quelques-unes des conséquences derrière lesquelles des drames humains se jouent quotidiennement. La mobilisation citoyenne revêt des formes multiples. 4 ONG se disent prêtes à assigner en justice l'État français pour inertie face au réchauffement. Ce sont aussi les 2 millions de signatures recueillies en peu de jours sur la pétition baptisée « L'affaire du siècle ». La démission de Nicolas Hulot témoigne de l'impossibilité pour quelque gouvernement que ce soit
que cette question majeure pour l'avenir de la planète soit entendue. Il y a urgence à s'engager et à agir, et c'est ainsi qu'à l'heure de la déforestation, la décision de planter 1 million d'arbres sur les 1350 hectares de la plaine de Pierrelet, même s'il s'agit d'une goutte d'eau dans un océan, est une sage décision. Le débat public lancé le 25 janvier 2018 à Pierrelet, ici même dans cette salle, a ouvert la procédure qui doit conduire à la maîtrise foncière de l'espace. Pour ceux auxquels cela parle, nous en sommes à l'enquête parcellaire, prélude à la déclaration d'utilité publique qui sera prononcée par le préfet avant l'été. Les incertitudes du financement sont enfin levées. Le SIAP, responsable des pollutions, a accepté, au titre du dédommagement, de financer 50 millions d'euros payables sur 10 années. La ville de Paris, propriétaire de 33 hectares, tout comme les autres collectivités, offriront à l'euro symbolique les terrains dont ils sont propriétaires. L'Agence de l'eau subventionnera l'opération. Paris Métropole plantera 33 hectares de forêt. L'Office national des forêts a accepté de conduire la maîtrise d'œuvre du projet avec des premières plantations qui pourraient être effectives en novembre 2019. Celle-ci, par une décision majoritaire du bureau du SMAP, que je n'ai pas partagée, commenceront par le secteur de la Haute-Borne, à Méry. Toute la plaine doit être plantée. Je dirais que c'est ce qui est important. Cependant, la plaine n'est pas partout dans le même état. Il y a des secteurs qui sont propres, entretenus et toujours exploités par des agriculteurs. C'est le cas des secteurs sur lesquels les premières plantations vont avoir lieu. À l'inverse, sur Méry-Bessancourt, la ferme des Boers est squattée par des centaines de Roms et une quantité impressionnante de décharges qui ne cesse de grossir. C'est par là, je pense, que nous devrions commencer. Lorsqu'un accidenté de la route arrive à l'hôpital, qu'il saigne beaucoup et qu'il est en urgence absolue, le chirurgien commence par traiter l'hémorragie avant de s'occuper des petits bobos. Je pense que nous y sommes parvenus. C'est grâce au soutien des services de l'État, de la région, du département et des agglos. Je tiens à remercier plus particulièrement Madame Marie-Christine Cavecci, présidente du conseil départemental, Monsieur Bernard Tailly, président du SMAP, Monsieur Alain Richard, qui nous a ouvert quelques portes vers les ministères, ainsi que les maires des communes concernées pour ce projet audacieux et ambitieux. Depuis plusieurs décennies, je me suis engagé avec détermination et opiniâtreté sur ce dossier qui doit devenir réalité. La forêt est l'unique solution pour le devenir de la plaine. En 2018, une nouvelle page s'est écrite pour notre ville et ses habitants. Nouvelle école, nouveau quartier. En effet, le 10 novembre dernier, avec, il est vrai, un peu de retard, nous avons inauguré la plus belle réalisation qu'un maire peut construire, une école. Pendant des mois, nous avons regardé ce bâtiment s'ériger au travers de sa technique, de son concept architectural et de son financement. Nous avons parlé branchement, peinture, chauffage et mobilier. Mais ce qui compte vraiment, c'est qu'ensemble, partenaires institutionnels, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage et entreprises, nous ayons construit cet équipement qui permettra à des milliers d'enfants, au cours de ces prochaines années, d'acquérir leur premier savoir. Cette école va favoriser, aux côtés des familles, l'émancipation et l'épanouissement, permettre l'égalité des chances qui commence dès le plus jeune âge. À l'école publique, elle est par définition un lieu d'expérimentation et de liberté et de citoyenneté, un lieu de lutte contre l'intolérance et contre le sectarisme. Et choisir le nom de Louise Michel pour cette école construite rue Jean Ferrat s'inscrit dans cet esprit. Cette école est localisée au cœur d'un nouveau quartier, Le Boquet. Le Boquet, construit, plus aucune extension à l'ouest et au nord n'est possible. Ce quartier bordera la future forêt. À l'est, entre la rue des Pluches et la rue de Bessancourt, le Boquet 2 achèvera l'aménagement avec la réalisation d'une nouvelle rue qui permettra, en reliant la rue des Pluches à la rue de Bessancourt,
un contournement du centre-ville par le nord. L'opération comportera l'extension du centre de loisirs, la reconstruction d'un centre culturel et associatif qui se substituera à l'actuelle mezzanine, ainsi qu'une salle de sport devenue nécessaire pour les écoles Marie Curie et Louise Michel. Le Bosquet 2 comportera environ 150 à 200 logements et finalisera l'urbanisation au nord de la ville, puisqu'au-delà sera plantée la future forêt. Quant à l'est, plus aucune construction ne pourra voir le jour, puisque entre la piscine de Beauchamp, là également s'étendra le périmètre de la future forêt jusqu'à l'entrée de Beauchamp. Dans le futur, ce qui sera amené à bouger, ce sera le quartier de la gare, avec notamment la vente d'espaces fonciers par différents propriétaires. Succession oblige. Ainsi que l'ancienne gare de marchandises, la SNCF a besoin d'argent pour moderniser son réseau. Pour éviter de se laisser imposer un aménagement non désiré, nous avons demandé à l'EPFIF, établissement public foncier de la région Île-de-France, de préempter l'espace et, avec l'aide de l'AGLO, d'y réaliser un nouveau pôle gare réaménagé avec des logements, des commerces et notamment un pôle médical. Ce qui a changé entre hier et aujourd'hui, c'est que le SDRIF a prévu que tous les espaces en dehors de ceux consacrés à la forêt sont ou seront constructibles. L'État et la région veulent forcer les communes et les agglos à construire chaque année 70 000 logements pour faire face aux besoins de croissance de l'Île-de-France. Cela devra se faire sans grignotage périurbain, mais par densification. Pour contraindre les villes à densifier, l'État a supprimé le coefficient d'occupation des sols et les règles de division des terrains. Il interdit aux maires d'obliger les constructeurs à réaliser des parkings si la desserte en transport est jugée suffisante. Ces conditions permettent aujourd'hui aux promoteurs d'acquérir des propriétés qu'ils acceptent de payer 2 à 3 fois ce que cela vaut, puisque derrière, ils sont assurés de pouvoir y construire de nombreux logements. Certains propriétaires, pour des raisons diverses, y trouvent avantage et sont vendeurs. Cette situation cumulative est en train de devenir la règle sur la RD 14. Plusieurs centaines de logements pourraient y être édifiés. L'absence d'équipements, écoles, centres de loisirs, crèches, nous a obligés à créer un périmètre d'études. Nous avons demandé à l'EPFIF, dont je parlais tout à l'heure, l'Office foncier de l'Île-de-France, de préempter systématiquement les ventes afin d'y constituer des réserves foncières qui deviendront opérationnelles une fois que les études d'aménagement auront été conduites. Une autre réalisation d'importance a marqué localement l'année 2018, illustrant la cohabitation raisonnée et harmonieuse de plusieurs modes de déplacement. Attendu, souhaité et réclamé par moi-même chaque année à l'occasion des vœux, la première tranche d'aménagement de la chaussée Jules César a été mise en service le 4 octobre et permet de se rendre en toute sécurité de Pierrelet à Beauchamp. Cet ouvrage remarquable, doté de sa piste cyclable, d'un éclairage LED fonctionnant par détection, a vu le jour sous la maîtrise d'ouvrage de l'AGLO du Val-Parisis. Merci, Monsieur le Président. Même si cette voie a été construite par le Val-Parisis, j'indique qu'il m'a fallu au préalable acquérir à l'amiable les quelques 11 parcelles de terrain nécessaires et obtenir avec les indivisions l'accord de quelques 15-16 propriétaires. L'intervention que je prononce ce matin ne peut être détachée de l'actuel contexte politique national qui peut être considéré comme délicat et dont on perçoit mal quelle en sera l'issue. Chaque jour réserve son lot d'informations parfois contradictoires. L'actualité de ces dernières semaines a été marquée par l'attentat au marché de Noël de Strasbourg qui nous plonge de nouveau dans la triste réalité et la nécessaire vigilance dont nous devons faire preuve. Je souhaite, lors de cette cérémonie des vœux, apporter mon total soutien aux forces de l'ordre qui assurent avec responsabilité notre sécurité, et ce au quotidien, mais aussi lors d'événements parfois tragiques comme ceux que nous avons connus lors des attentats de 2015 et dont la menace est toujours présente.
Les forces de l'ordre exercent leur mission périlleuse avec courage et dans le respect des valeurs républicaines qui régissent notre société et l'état de droit. Mon soutien s'adresse également au corps des sapeurs-pompiers, dont 2 encore hier ont perdu la vie lors d'une intervention dans le 9e arrondissement de Paris. Mais aussi, depuis plusieurs semaines, il y a cette colère qui déborde face aux injustices sociales, fiscales et environnementales. Cela résulte notamment du fait que les gouvernements successifs se sont montrés sourds aux demandes du peuple. Les Gilets jaunes nous rappellent que beaucoup de salariés ou retraités ne bénéficient pas aujourd'hui des ressources indispensables pour pouvoir vivre décemment. Pour certains, le réfrigérateur est désespérément vide dès le 15 du mois. Et pour d'autres, même avec un travail, ils dorment dans des automobiles, voire dans la rue. Trop de foyers sont dans une situation de survie. Les gens ne supportent plus d'être mis continuellement à contribution. On baisse leur pension de retraite en augmentant la CSG, on refuse l'indexation de celle-ci sur l'inflation. C'est d'une manière permanente qu'on appelle ceux qualifiés de couche moyenne à fournir de nouveaux efforts, alors que les plus fortunés sont épargnés. 1% des plus fortunés de la planète s'accaparent 60% des ressources mondiales. Du bout de nos rues au bout du monde, les inégalités se creusent. En France, ce sont 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, dont 2 millions d'enfants qui en subissent les effets. La colère gronde, discréditée certes par les casseurs, mais ce que beaucoup veulent dire, c'est que le temps du mépris est terminé. Ils n'accepteront plus les petites phrases humiliantes, ils veulent tout simplement être respectés et pouvoir vivre dans la dignité avec leur salaire ou avec leur pension de retraite. Des millions de Français vivent à l'euro près et il est indécent de vouloir les pressurer davantage alors que 80 milliards d'euros prospèrent dans les paradis fiscaux. En gilet jaune ou pas, face à la colère des citoyens, le président Macron a annoncé quelques mesures au financement trop souvent imprécis. Certes, il s'agit d'un premier recul, mais on peut craindre que le pouvoir d'achat reste encore en berne. Dans quelques heures, le président devrait adresser une lettre aux Français via la presse et les réseaux sociaux qui participera du grand débat national devant s'achever le 15 mars, portant sur 3 ou 4 thématiques. Selon certains, ce débat pourrait déboucher sur la tenue d'un référendum à questions multiples. Le président Macron sollicite les élus locaux pour permettre et inciter à la tenue de ces temps d'échange. C'est surprenant car je pense que le débat relève davantage de la responsabilité de ceux qui nous gouvernent et des parlementaires qui votent les lois. Donc, par rapport à cela, je tiens à apporter une précision, puisque Mme Rilhac est parmi nous députée, et elle m'a indiqué qu'effectivement, elle organiserait elle-même un débat sur Pierre Lay pour faire une concertation. Et je me ferai un plaisir de l'accueillir et de l'accompagner, mais je pense qu'effectivement, il est plus dans la logique que ce soit les représentants de l'État qui, effectivement, pilotent ces débats plutôt que les maires. J'espère vivement que ce débat sera sincère, serein, utile et respectueux, et qu'il sera suivi de décisions et de choix politiques en phase avec les attentes populaires. Parmi les attentes exprimées par le mouvement actuel, il y a l'accès aux soins et le fait de bénéficier de praticiens sur la commune où on habite. Sur notre ville, en peu de temps, plus de 1200 Pierre-Lésiens ont signé la pétition « Urgence médecins » à l'adresse de l'Agence régionale de la santé et du ministre de la Santé, réclamant simplement que Pierre-Lay ait droit au même dispositif que les autres villes, permettant aux médecins de bénéficier d'aide lors de leur installation. Ce ne serait que justice. Mais selon les termes d'un courrier de l'Ars du Val d'Oise reçu le 7 janvier 2019, il ne serait pas possible de faire évoluer la cartographie médicale. Je crois que face à cette réponse qui pour nous est inacceptable, élus et habitants, allons monter d'un ton pour faire entendre notre exigence d'égalité quant à l'offre médicale. J'ai demandé une rencontre au cours de laquelle nous remettrons notamment les pétitions recueillies. L'une des rares décisions prises par le président Macron et soutenue par une majorité de Français aura été la suppression sur 3 ans de la taxe d'habitation. Impôt injuste, certes,
mais qui avait le mérite de lier le citoyen aux décisions et dépenses locales. Cette suppression et son remplacement par une dotation qu'il faudra bien compenser sous une autre forme suppriment le variable d'ajustement des collectivités. À Pierrelaye, lorsque l'impôt local était acquitté par les 4 taxes, taxes professionnelles, impôt foncier bâti, impôt foncier non bâti, taxe d'habitation, son produit rapportait à la ville 5 millions. Une augmentation de 1% apportait 50 000 € de crédits supplémentaires. Aujourd'hui, après la suppression de la taxe professionnelle et maintenant de la taxe d'habitation, son produit n'est plus que de 2,5 millions. La minoration de la variable d'ajustement conduira les collectivités à devoir augmenter plus pour un même produit, 2 à 3 fois plus si vous faites le compte. J'ajouterai que la compensation, dont on ne sait pas ce qu'elle deviendra, n'est pas équitable. Plus l'imposition de la commune était élevée, davantage elle touchera. C'est à vous décourager d'être vertueux. Autant dire que cette décision prépare la mise à mort de nos communes, et ce n'est pas une surprise. L'État, depuis plusieurs années, rêve d'une disparition des villes pour les remplacer par d'immenses agglos, elles-mêmes absorbées par des métropoles. Les conséquences en seront l'éloignement des pouvoirs de décision par les citoyens et ceux-ci auront l'impression de ne plus être entendus et de n'avoir plus d'interlocuteurs. Je le disais plus haut, des millions d'habitants ne disposent pas des ressources suffisantes pour faire face souvent à des besoins élémentaires en termes de logement et de santé. Les collectivités locales sont aussi confrontées à une situation budgétaire peu favorable. Elles ont été éreintées par la purge des 13 milliards d'euros et aujourd'hui l'État veut définitivement les essorer. Les communes manquent cruellement de moyens pour investir en faveur du bien commun. Elles sont mises à la diète. Faute de moyens, de nombreux services publics sont sur la corde raide et se meurent. Et pourtant, ils sont le sel, je dirais, de l'égalité. De nombreuses communes voient aussi leurs bureaux de poste fermés, l'hôpital de proximité en danger, les maternités éloignées des lieux de vie, le désert médical et pharmaceutique s'installer. Des collectivités sont contraintes de réduire l'offre de prestations et de services à la population, voire de fermer purement et simplement des structures pourtant si utiles en ces temps d'urgence sociale. 15 mois nous séparent des prochaines élections municipales. Le programme sur lequel nous nous étions engagés en 2014, malgré les restrictions budgétaires imposées par l'État, a été accompli et dépassé. Pour autant, je suis conscient qu'il reste encore énormément de travail et de défis à relever. Il en est ainsi du déploiement de la fibre, qui, selon les engagements et le calendrier fixés par l'opérateur, prévoit une couverture totale de Pierrelaye dès 2020. Il existe une réelle attente et un besoin fortement exprimé par les habitants. J'en suis le témoin au quotidien. J'ai de nouveau rencontré un représentant de l'opérateur SFR et il a convenu d'organiser une réunion publique d'information le 31 janvier à 19h30, ici même, et j'espère qu'elle permettra de répondre aux questions que se pose la population. Être élu de proximité, c'est aussi aborder des sujets considérés parfois comme délicats. La tranquillité fait partie de ces débats qui peuvent parfois être vifs dès lors qu'il s'agit de mobiliser des moyens efficaces et pérennes garantissant la sécurité des biens et des personnes. Lors de la réunion publique organisée le 20 septembre en présence des autorités compétentes, j'ai fait part de mes nombreuses interventions auprès des pouvoirs publics pour que des rondes plus fréquentes soient organisées sur Pierrelaye. Sur le territoire communal, depuis la période du mois de juillet-août, nous avons eu la mise en place de la brigade intercommunale mutualisée. Celle-ci prend le relais dès 17h45 de la police municipale et je dois dire qu'effectivement, ça nous apporte réellement un plus, mais il ne faudrait pas qu'effectivement ce plus se substitue à la police d'État, mais que ça soit bien la police d'État plus la police mutualisée. Assurer la sécurité, c'est aussi se doter de vidéoprotection, compétence assurée par l'AGLO. À ce jour, 2 caméras sont installées sur Pierrelaye. Nous devrions atteindre 8 caméras d'ici 2020, mais j'ai décidé l'implantation dans un délai rapide et prélevé sur le budget communal de 3 caméras dites nomades. Comme vous pouvez le constater, les sujets d'échange, de discussion et d'action ne manquent pas, avec toujours au cœur de la démarche la place du citoyen.
Accentuer les campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière, sur le respect de l'environnement, mais aussi pour la prise en compte des droits de chacune et de chacun, tout en n'éludant pas aussi les devoirs. Je souhaite aussi indiquer que lors du 101e congrès des maires, la ville de Pierrelaye a été mise à l'honneur. Nous avons reçu le label « Ville prudente » qui met en lumière les projets s'inscrivant dans le cadre de la prévention routière, projets portés par notre police municipale. Je souhaite ce matin adresser mes remerciements à celles et à ceux qui, tout au long de l'année, œuvrent pour une démarche participative. Depuis 2011, nous organisons une semaine de la citoyenneté, temps fort permettant de faire converger de nombreuses actions. Rendez-vous est donné pour la prochaine semaine de la citoyenneté du 8 au 12 avril prochain. Une autre distinction nous a été remise le 12 décembre par l'Association des maires et l'association Lire et Faire Lire. Il s'agit du label Lire et Faire Lire, plaisir de lire et plaisir de partager. Telle est la démarche portée et transmise par les bénévoles qui s'investissent pour stimuler le goût de la lecture et de la littérature. À Pierrelaye, de nombreuses interventions se déroulent dans les écoles et à la bibliothèque municipale. Félicitations aux bénévoles passionnés qui impulsent cette démarche. Celle-ci est source de liens au travers de rencontres intergénérationnelles qu'elle permet. Je souhaite vivement que la période à venir soit mise à profit pour débattre avec vous sur les projets structurants nécessaires à notre ville. Ce sera sans nul doute une étape passionnante, dynamique et exaltante. Personnellement impliqué, entouré des élus et des futurs candidats porteurs des valeurs républicaines que je partage, nous aurons à cœur de rassembler des femmes et des hommes issus de la société civile, décidés à donner le meilleur d'eux-mêmes au service de notre ville. Porter les dossiers essentiels à la vie communale, faire respecter les règles imposées par la loi, expliquer inlassablement le fonctionnement et les moyens dont disposent nos communes sont le quotidien de l'élu local qui ne compte pas ses heures. Nous aurons besoin d'éthique. Je pense que c'est une question indispensable et obligatoire pour être un élu écouté et respecté. Comme je l'ai toujours pratiqué, je privilégierai le respect, l'écoute, la convivialité, et j'espère qu'il en sera de même pour tous. Je conclurai cette intervention par une citation de Marc Aurèle, philosophe et empereur romain, qui disait en substance « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de pouvoir distinguer l'un de l'autre. » Aussi, pour cette année qui s'ouvre, je formule les vœux d'un monde en paix et en quête de bonheur, dans lequel les générations, les nations se parlent et avancent d'un même pas. Ensemble, nous pouvons imaginer, construire, organiser un autre monde qui ne cesse actuellement de s'abîmer au niveau des sites de la planète. Il faut rêver et agir très haut pour ne pas réaliser trop bas, écrivait l'académicien Alfred Capu. Avant de procéder à la remise des médailles du travail, je souhaite adresser mes remerciements à l'équipe municipale, aux membres de la Caisse des écoles et du Centre communal d'action sociale, au personnel communal ainsi qu'aux responsables du mouvement associatif. Je tiens de nouveau à mettre l'accent sur l'apport précieux des bénévoles impliqués dans l'action locale et source de lien social. Sous l'impulsion d'Adélaïde Dapola, adjointe aux fêtes et cérémonies, ils ont mis leur disponibilité et leur énergie pour imaginer et réaliser le buffet que nous dégusterons dans quelques minutes. La thématique choisie cette année porte sur la rencontre entre les générations et il n'est pas aisé de traduire cela en termes de recettes culinaires, mais je crois qu'ils y sont à peu près parvenus. Bravo à toutes et à tous. Je remercie les élus et les services du Val-Parisis, celles et ceux qui interviennent dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'activité économique, les partenaires institutionnels, les polices nationales, intercommunales et municipales, le centre de secours des sapeurs-pompiers. Je remercie la direction de la Société Truffaut qui participe à la décoration de cet espace, ainsi que les services municipaux qui assurent la logistique. Il est de tradition que lors de cette réception des vœux,
les médaillés du travail soient mis à l'honneur. Il s'agit d'une bonne tradition. Ce sont 37 récipiendaires des promotions de janvier à juillet 2018 qui sont concernés par cette cérémonie. 15 médailles d'argent, 11 médailles de vermeil, 4 médailles d'or et 7 médailles de grand or. Tous les médaillés n'ont pu être présents ce matin, mais quelques-uns sont parmi nous et on va leur remettre tout à l'heure leur diplôme. Aussi, à toutes et à tous, je vous félicite pour cette distinction porteuse de sens couronnant 20, 30, 40 années et plus. Le monde du travail, ce sont vos compétences, vos savoirs et vos savoir-faire qui sont inestimables. Ce capital humain, dans toute sa diversité, devrait être en vérité la seule vraie richesse de l'entreprise, raison pour laquelle il devrait être bien mieux considéré et bien mieux reconnu. Je regrette que trop souvent la société fasse preuve d'une bien trop grande discrétion lorsqu'il s'agit d'honorer le monde du travail. Soyez fiers de votre parcours. Je propose aux médaillés que dans quelques instants, après qu'ils aient reçu leur diplôme, on puisse faire une photo collective. Arrivé au terme de mon propos et avant de se retrouver autour du buffet et du verre de l'amitié, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2019, remplie de joie et de bonne humeur, et bien sûr, une bonne santé.